Sunderlight Productions. Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la deuxième saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui œuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, la saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments les plus difficiles au plus près des coureurs. Aujourd'hui, je perce le mystère de celui qui est au volant de la voiture de course, le directeur sportif. Qu'est-ce qu'un DS ? Est-il un chef d'orchestre ou un geek qui tient la manette du jeu ? Est-il une encyclopédie du cyclisme qui sait tout sur tout, sur tout, sur tout ? A-t-il surtout le droit à l'erreur? Bonjour Philippe Mauduit et Benoît Vaugrenard. Bonjour. Ça en fait des questions. On va y répondre au fur et à mesure, une à une. Philippe, pour toi, c'est plus de 20 années en tant que directeur sportif déjà, et tu es arrivé chez Groupama FDJ en 2019 ? C'est ça. Et toi, Benoît, tu as fait toute ta carrière cycliste dans cette équipe, la fidélité jusqu'à ta reconversion, donc il y a 4 ans. Les présentations sont faites. Démarrons cet épisode du podcast Face à Face par Groupama avec la première question commune à tous nos invités. Que vous inspire l'endroit où nous sommes, le bus ? Dans l'imaginaire collectif, on a plus tendance à vous coller derrière le volant d'une voiture que dans un bus, mais en fait, il s'en passe des choses ici. Et ouais, là on est dans l'antre de l'équipe, on est dans notre vestiaire. En fait, c'est là où tout se passe finalement. Avant course, après course, les potins et puis aussi les choses sérieuses comme le briefing, les débriefings, les éclats de rire, les coups de gueule. Là, ça respire tout ça ici. Et toi, Benoît, tu as dû voir l'évolution aussi. Tu l'as connu en tant que coureur. D'ailleurs, tu étais plus là, non, que là ? Oui, plus au fond et encore plus au fond derrière de temps en temps. En fin de carrière, je laissais les jeunes devant et moi je me mettais au fond tranquillement derrière. Mais ouais, il y a plein de souvenirs dans ce bus. L'huile camphrée avant le départ, quand il fait froid, quand il pleut, la bâche, les visages fermés avant une grande compétition, donc le stress. Donc ouais, il y a plein de choses dans ce bus. Et comment ça a évolué, toi, de voir ce bus en tant que coureur et ensuite te dire, ah bah tiens, c'est pas la même pression en fait, d'y monter en tant que directeur sportif ? Non, c'est une pression différente, mais c'est quand même une pression. C'est ce qu'ils ressentent les coureurs, surtout sur les grands événements. Donc, ouais, c'est particulier le bus. Ouais. Il s'y passe plein de choses qui ne se disent pas autres que dans ce bus. Donc, il y a un partage aussi de temps en temps. Maintenant, il y a les DS qui montent dans le bus, mais avant, on était souvent, il y a longtemps, on était souvent seul avec le chauffeur de bus. Donc, on racontait un peu de bêtises et puis c'était le moment où on mangeait et on parlait d'autre chose que de la course. On parlait un petit peu de débriefer de la course, mais on parlait surtout d'autre chose. D'accord, donc tu parles d'après les courses ? Après les courses, ouais. C'était le retour, ouais. Ok, ouais, super sympa, j'ai l'impression qu'il y aurait plein de choses à raconter. C'est quoi un DS, Philippe ? Waouh. Oh, c'est un métier multiples facettes. Là, tu vois, on discutait justement tout à l'heure avec des collègues qui me demandaient comment ça se passait en ce moment. En fait, nous, on travaille sur la saison 2024 déjà depuis le mois d'octobre. Et il y a toute une grosse partie logistique qui se fait dans la période hivernale, donc, dont les DS ont la charge, qui va s'affiner au fur et à mesure où on va avancer dans la saison. Mais par exemple, là, on a travaillé sur tout le programme des coureurs, qui leur sera distribué au premier stage de décembre. Ils vont recevoir leur programme annuel. Donc ça, c'est la charge du DS. Et puis, plus on va s'approcher du départ de la saison, plus on va entrer dans le vif du sujet et dans ce que les gens imaginent, prendre le volant et hurler dans l'oreillette. Merci à nos amis les médias de véhiculer cette image. En fait, la préparation d'une course, et c'est pareil, ça dépend des courses. Un Tour de France, on commence aussi à le préparer maintenant. Beaucoup d'autres courses, on va les préparer dans les 15 jours qui précèdent, 3 semaines, 1 mois. Et du coup, c'est beaucoup de repérage sur le terrain, beaucoup de repérage vidéo, essayer de recueillir un maximum d'informations, en faire le tri pour pouvoir donner les meilleures informations possibles aux coureurs la veille de la course ou au moment de la course. Le DS, c'est celui qui prépare le plan de bataille, c'est celui qui informe
le staff de ce dont il a besoin. C'est celui qui choisit aussi son staff pour aller sur les courses. Une équipe comme la Groupama FDJ, on fait pratiquement 300 jours de courses par an. On a 2 bus, 2 campeurs, 4 camions. On a 260 vélos. Et donc, du coup, il faut choisir les bons ingrédients pour chaque course. Il est hors de question d'avoir le vélo de Lorenzo Germani au départ de la Marseillaise s'il est à Algarve ou en Australie. Et du coup, c'est à nous, avec notre confrère William Bonnet, qui est vraiment purement logisticien, de mettre en place toutes ces choses en amont des courses. Et puis donc, quand on arrive sur le terrain, que tout a été préparé, c'est un boulot de management et un petit peu comme on le voit sur le bord des terrains de Sportco, le directeur sportif, c'est le mec qui est sur le bord de touche et qui donne les consignes et qui rectifie les consignes et qui encourage. Le coach. C'est ça. Rôle de coach. Ouais. Benoît. Oui, Philippe, il a tout dit là, non? Non, ouais, on est coordinateur du staff et puis nous, on est plus des animateurs pour les stratégies. On est là aussi pour donner une certaine ligne aux coureurs. Parler de notre vécu et puis voir comment on voit les choses. Voilà, mais on parle plus, j'ai l'impression, plus de logistique finalement que de stratégie. Finalement, le grosse part de travail, il est beaucoup dans la logistique. La stratégie, on en parle, on travaille sur la stratégie, mais beaucoup de logistique quand même. Ok. Et alors, justement, je parlais d'encyclopédie du cyclisme dans mon intro. J'imagine que vos connaissances, elles ne se limitent pas aux coureurs de votre équipe, notamment. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez regarder toutes les courses, quasiment. J'imagine que, je sais pas, moi, je vous imagine H24 derrière un écran, en train de tout regarder, tout analyser, tout comprendre, tout emmagasiner. Ouais, on s'intéresse beaucoup aux coureurs, aux équipes, ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont fait, les dernières courses. C'est hyper important pour notre stratégie. Parce que s'il y a une échappée, Philippe, faut savoir qui est avec nos coureurs dans l'échappée, non ? C'est ça. En fait, il faut j'ai envie de dire, il faut tout connaître de nos adversaires. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a des outils formidables qui nous permettent instantanément d'avoir les infos, mais oui, pour pouvoir ajuster notre propre stratégie en fonction des événements qui se sont passés dans la course, il faut connaître nos adversaires. On ne connaît pas le dernier vainqueur du Tour, mais on connaît quand même plein de vainqueurs de course. Non, mais c'est hyper intéressant, justement. Comment ça a évolué, ce métier, Philippe ? Toi, ça fait plus de 20 ans que tu es dedans. Qu'est-ce qui a évolué entre le moment où tu es arrivé ? Et toi aussi, Benoît, tu vas pouvoir en parler par ton passé de coureur aussi, de voir un peu comment ça a évolué au moment où tout a commencé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, comme dans tous les métiers, j'ai envie de dire, tout va très vite et par l'essor de l'informatique, les choses s'accélèrent de manière exponentielle. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, on travaillait avec des cartes Michelin et il fallait savoir lire une carte Michelin. Aujourd'hui, je pense que ça ferait rire tout le monde de dire voilà, sur tel département, un chevron c'est 3 à 5%, 2 chevrons c'est 5 à 7%. Et dans telle autre région, c'est un chevron, c'est 5 à 7 et 2 chevrons, c'est 7 à 13. Mais en tout cas, tous ces outils nous permettaient de pouvoir montrer aux coureurs où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on allait et où étaient les points stratégiques. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Tout passe par l'informatique, par les tablettes, par les vues Google Earth et on visualise tout sur la télévision. Et du coup, on peut même aller chercher des images précises des endroits stratégiques ou des endroits dangereux, les visualiser dans le bus au moment du briefing. Et ça, c'est un outil qui a considérablement changé l'approche de notre métier parce que quand on préparait la carte Michelin, en fait, par habitude, on pouvait, en fonction des reliefs, voir d'où le vent venait, mais tout ça, ça se faisait en 5 minutes. Quoi. Le tracé de la carte, c'était en 5 minutes. Aujourd'hui, avec l'outil informatique, pour aller chercher les détails, il faut y passer beaucoup de temps parce que on ne visualise pas le parcours en un seul moment. Il faut aller chercher tous les 300-400 mètres, voir s'il n'y a pas un endroit dangereux, un pont étroit qu'on n'aurait pas vu. Ça en fait, hein. Ça en fait des données. Ça en fait des données. Et du coup, là où on mettait 15 à 30 minutes pour préparer une course, aujourd'hui, on peut passer 4-5 heures pour faire exactement le même travail.
Mais La veille toujours, parce que j'imagine qu'il faut avoir des données précises, pas que la veille, mais par exemple sur la météo en plus, même si vous êtes aidé également par d'autres secteurs dans l'équipe, mais j'imagine qu'on ne peut pas tout faire non plus avec beaucoup d'avance en fait. il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper à partir du moment où le parcours est fixé par l'organisateur et ils ont besoin de le fixer en amont pour avoir les autorisations préfectorales, etc. Donc ça, on peut vraiment l'anticiper. Euh, mais oui, il y a plein de choses qui interviennent en dernière minute, comme la météo. La météo, on la regarde la veille, l'avant-veille, mais on la regarde aussi à 1 heure ou même pendant la course. Et, et tout ça, ce sont des informations en plus qu'il nous faut traiter et distiller, quoi. On ne peut pas tout redonner aux coureurs. Ils n'ont pas besoin de tout savoir, on les perturberait. Donc après, à nous de bien recentrer les choses et de faire les bons choix et leur véhiculer le meilleur message possible. Toi, Benoît, est-ce que tu es comme les directeurs sportifs que tu as eu? Est-ce que tu as l'impression d'être dans la même vague qu'eux ou justement, finalement, tu t'apprends ton métier autrement parce qu'il y a eu trop d'évolution, beaucoup d'évolution? Non, je suis pareil. On a VéloViewer, on a Google Maps, on a tout ça. Énormément d'informations pour les coureurs. Et je me rappelle quand j'ai arrêté fin 2019, je trouvais même qu'on avait beaucoup d'informations, peut-être trop. Toutes les équipes avaient la même info au même moment. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est que on a peut-être trop d'outils, peut-être pour certaines stratégies de course où on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Peut-être en enlever quelques-unes, ça serait pas mal. Là, on verrait peut-être les équipes les mieux organisées. Alors, c'est un autre débat, mais les équipes les mieux organisées, ceux qui ont mieux préparé. Est-ce qu'il y a un directeur sportif qui t'a marqué, toi, quand tu étais coureur? Est-ce qu'il y en a un où tu te disais, je sais pas. C'est une question que je te pose comme ça. Est-ce qu'il y a un truc qui t'avait marqué à un instant avec un directeur sportif qui, toi, t'a marqué en tant que coureur? Il y avait, alors, le directeur sportif qui nous a marqué, forcément, c'est Marc dans ses grands briefings. Marc Madiot, faut-il le répéter? Marc Madiot, ses grands briefings du championnat de France, où il élevait le ton et forcément on sortait toujours surmotivé et il nous mettait les frissons. Donc c'est vraiment la course où c'était le briefing de l'année, quoi. Tu parles de championnat de France, Benoît, justement. Écoute Rudy Mollard qui a des choses à te dire sur le championnat de France. Alors, comment se déroule un briefing de championnat de France? Donc déjà, avant le briefing général, on effectue un pré-briefing, si je peux l'appeler comme ça, avec les principaux coureurs concernés, les leaders et le ou les capitaines de route, avec le DS, bien entendu, donc là, en l'occurrence, Benoît. Donc on discute au sujet du circuit, au sujet de la tactique, chacun peut un peu mettre en avant ce qu'il pense et comment il voit la course du lendemain. Donc à la sortie de ça, un plan est établi. Et ensuite au briefing général, quand Benoît expose l'idée de son plan à tout le monde, la majeure partie des coureurs est OK avec ça et il n'y a pas de débat au sujet du plan du lendemain. Tout le monde est en phase avec ce qui est proposé et chacun a un rôle précis à faire et il n'y a pas de débat au sujet d'une éventuelle autre tactique. Pour revenir au parcours de l'année dernière, après un tour de reconnaissance, on a tout de suite vu quel scénario il pouvait se passer le lendemain. C'était plutôt assez limpide, assez facile d'élaborer une tactique. On savait qu'il fallait avoir absolument un temps d'avance et qu'un temps de retard sur ce type de parcours, c'était impossible d'aller chercher un résultat. Donc, quand Benoît nous a expliqué sa tactique, je pense que ça a rassuré tout le monde et on avait tous la même vision de la course. Et tout le monde s'est vraiment senti concerné par le projet. Au briefing, c'est ça qui est assez difficile aussi. Il faut savoir toucher tout le monde. Il faut savoir avoir les mots justes pour que tout le monde se sente vraiment concerné par le projet du lendemain, avec des rôles bien précis. Et Benoît a été très fort là-dessus. Et je pense que quand on est ressorti du briefing, tout le monde savait ce qu'il avait à faire et on avait une vision très claire de ce qui pouvait se passer le lendemain. Et ça a vraiment compté dans le résultat. Il parlait bien sûr du championnat de France de 2023. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on l'avait préparé avec... il y avait moi et Fred Guédon, il y avait aussi Franck Pinault et Jérôme Gana. On l'avait préparé depuis quelques semaines. On n'est pas arrivé la dernière semaine en se disant qu'est-ce qu'on fait. On avait une petite vengeance. Moi, personnellement, j'avais une petite vengeance aussi par rapport à l'année avant à Cholet ou avec Valentin où il était devant. Il s'est trouvé isolé avec
4 coureurs de Total, 4 coureurs de chez Arkea. Derrière, on avait roulé pour Arnaud. On s'était un peu loupé dans le final. Donc, lui, il avait une revanche à prendre sur le championnat. Moi aussi, en tant que DS. Donc, on voulait absolument réussir ce championnat. Valentin en parlait depuis 1 an. Donc, on avait mis tout en œuvre pour préparer le mieux. Mais ça avait déjà commencé quasiment 10 jours avant, en appelant les coureurs un par un et en leur proposant. Le jour du briefing, la veille de la course, quasiment tout était fait, c'était juste à ajuster 2-3 trucs sur quand on allait mettre en route et où. Mais le travail était fait depuis longtemps déjà. Il est là, hein, le maillot de champion de France, bien sûr. Ce qu'on ne l'a pas dit parce que tout le monde le sait, mais Valentin Madouas l'a gagné, ce championnat de France, bien sûr. C'est intéressant ce que Rudy racontait, Philippe. Il racontait en fait des choses sur ce qui se passe juste avant, ce grand briefing donc d'avant. Il n'y en a pas qu'un juste avant la course, parfois il y en a aussi avant la veille. Mais ceci de gagner l'attention des coureurs comme ça. C'est intéressant ce qu'il raconte. C'est-à-dire, il faut en fait il faut viser juste, en fait. Mais est-ce que des fois, on a à convaincre les coureurs ? Ah oui, on peut avoir à convaincre les coureurs parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a 300 courses et de temps en temps, ils prennent des fessées sur les courses et du coup, derrière, il faut les remettre en confiance. Et quand ils sont en perte de confiance, là, vraiment, il y a un travail à faire pour les convaincre que c'est possible, pour les convaincre qu'ils sont en capacité d'eux. T'as un souvenir comme ça d'un revirement de situation, un coureur qui n'était pas en confiance et qui allait gagner ? Question totalement piège. Ouais, là tout de suite, non, ça me viendrait pas, mais bien sûr que ça nous arrive à tous, et dans toutes les équipes. Ça fait partie des plus beaux moments du directeur sportif, en fait, parce que là, on a vraiment l'impression d'avoir apporté quelque chose. Parce que dans la plupart du temps, quand le coureur gagne, c'est grâce à ce qu'il a été capable de mettre en place avec ses copains sur le vélo. Dans la voiture, finalement, on imagine qu'il s'y passe plein de choses, mais il s'y passe pas tant de choses que ça. Comme disait Benoît tout à l'heure, tout le boulot est fait en amont. Et notre boulot, c'est vraiment... en amont des courses, tout ce qu'on peut mettre en place pour les convaincre que c'est possible, pour les accompagner, pour avoir les mots justes pour chacun d'entre eux, parce que tous ont des rôles différents, évidemment. Hein. Là, c'est comme Rudy le disait, il y avait quelques leaders de désignés. Ça veut dire que tous les autres ont un rôle au service d'eux. Et les convaincre que ce rôle est important, les convaincre qu'il faut tout faire pour que ça marche, pour le copain, parce qu'au final, c'est sur l'équipe que ça rayonne. On revient au cœur du métier de directeur sportif. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles des victoires en disant, moi voilà, c'est le coureur qui gagne en fait avant tout. Et pourtant, dans les défaites, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est mauvaise stratégie, mauvaise décision du directeur sportif. Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est la question qu'on redit, etc. Comment on vit ça en tant que directeur sportif, justement ? Moi, je crois qu'il faut rester assez imperméable aux critiques. Nous-mêmes, quand on regarde un match de foot ou de rugby, on est capable de dire l'entraîneur, là, il a fait une bourde, quoi, ou il n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, ça fait partie du job. C'est pas très grave que la défaite nous retombe sur les épaules. Benoît ? Oui, je pense qu'on est un sport médiatisé, donc forcément la critique, elle est là. Moi le premier, quand je regarde des courses, parfois je me demande ce qu'ils font certaines équipes, mais j'ai pas les éléments de ce qu'ils veulent faire. Et après, souvent, quand tu lis dans la presse ce qu'ils ont voulu faire comme stratégie, comme on a pu le lire sur le Tour de France, des stratégies parfois un peu bizarres de certaines équipes, mais après quand ils l'expliquent, tu comprends mieux et tu te dis ouais, finalement ils avaient pas tort, quoi. Donc faut avoir un petit peu de recul et puis faut prendre des décisions, faut les assumer. Après, ça marche ou ça marche pas, mais on analyse tout ça, quoi. Est-ce qu'on adapte aussi sa stratégie par rapport à la concurrence ? C'est-à-dire par rapport à la start list, à un archi-favori, par exemple, ou 2 équipes archi-favorites, des équipes qui vont cadenasser la course, par exemple. Est-ce qu'on s'adapte par rapport à tout ça ? Ouais, bien sûr, on regarde forcément les adversaires. Si on prend le championnat de France, j'ai scruté Alaphilippe les jours et les semaines avant. J'ai scruté Lafay 15 jours avant, voir ce qu'il faisait. J'ai regardé un petit peu les années avant, comment il se comportait dans cette période-là. Donc on est obligé, ça fait partie des favoris. Et c'est des éléments qu'on donne au cours, forcément.
Ouais, c'est ça. En fait, le cyclisme, c'est un sport individuel, mais pratiqué en équipe. Sur toutes les courses, il y a entre 16 et 22 équipes au départ. Et à chaque fois, elles sont composées de 6, 7 ou 8 coureurs. Donc, ça veut dire que chaque coureur dans l'équipe a plus ou moins entre 150 et 200 adversaires. Et du coup, ça fait autant d'interactions, qu'il y a d'adversaires, de coureurs adversaires, d'équipes adversaires. Et du coup, il faut essayer de décrypter la stratégie des autres équipes avant même le départ pour pouvoir faire son briefing. J'ai envie de dire, par expérience, on ne se trompe pas beaucoup sur la stratégie des adversaires. Ça nous arrive quand même parfois. Et là, il faut être suffisamment agile pour pouvoir rectifier le tir et pour pouvoir compenser sur le terrain et être efficace rapidement. Mais... Qu'est-ce qu'on ne peut pas anticiper, par exemple? Une attaque de loin, une équipe qui bloque la course, qui cadenasse, une équipe qui envoie un coureur. Alors, dans une échappée, par exemple, on n'y avait pas pensé. C'est tout ça? Non, ces choses-là, en général, on les voit. On les voit à la lecture du classement, à la lecture de la compo des équipes. On imagine tout ça. Ce qui peut changer la stratégie de la course, ça peut être un changement brutal de la météo qui n'est pas annoncé par les sites météo. C'est le principe de la météo, d'ailleurs. C'est que des fois... Et ça arrive. Oui. Et il y a une équipe qui a un collègue qui est passé à cet endroit-là 2 minutes avant et qui a vite téléphoné et bing, ils mettent un truc en place. Et nous, on n'avait personne à ce moment-là. Ou à contrario, on avait et on tente quelque chose qu'on n'avait pas prévu au briefing. Et comment on fait passer l'info rapidement aux coureurs et comment on fait en sorte qu'ils exécutent rapidement et qu'il n'y ait pas un temps de réflexion et qu'ils nous fassent louper le coup. C'est-à-dire, là, il y a une question de confiance, d'adhésion directe? Oui, bien sûr. Mais ce sont tous ces éléments-là qui font qu'on peut changer de stratégie en cours de route. C'est pour ça que des fois, on aimerait bien mettre des micros dans les voitures des DS. Ouais, mais ce serait pas marrant, on parle de vous tout le temps. Le briefing, est-ce que c'est si déterminant que ça? Est-ce que c'est le moment clé? Est-ce que c'est le moment où vous mettez le plus de pression? De la pression, je pense qu'on le met déjà les semaines un petit peu avant sur des grands objectifs. On parle déjà avec eux, avec leur entraîneur. Ils ont déjà, la grande partie savent déjà où ils vont, où ils mettent les pieds. Donc le briefing, on est là pour ajuster la météo, les concurrents, le vent, l'orientation du vent. Donc le travail est déjà fait. On est là juste pour affiner en fait le débriefing et puis aussi mettre un petit coup de motivation et de pression et sentir qu'on est avec eux, on est dans la voiture mais on est avec eux. Parfois aussi pour responsabiliser, Philippe, est-ce que tu vois où je veux en venir? Non, pas du tout. On va écouter un sonore sur la Mercantour classique. Je crois que tu as fait un petit coup l'année dernière à ce propos, on va écouter. Oui, parfois on a la possibilité de s'exprimer pendant les briefings. J'ai le souvenir de la Mercantour classique l'année dernière. Ouais, on était dans le campeur et puis on a directement vu avec Philippe. On avait notre idée en tête, Lenny comme leader, et on voulait mettre tout en place pour lui. Donc on a, entre guillemets, fait le briefing entre coureurs. On venait tous de la Conti, donc on se connaissait bien. Et on avait l'habitude de courir ensemble. Donc là, c'était logique de mettre ça en place. On avait déjà tous le même plan en tête. Et on voulait prendre la course en main dès le début, donc on l'a fait. On avait Lenny qui était fort, mais c'est bien que les DS nous laissent aussi ce choix-là. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que tu leur as laissé la place, en fait. Tu as senti quelque chose, tu t'es dit, là, il se passe quelque chose, je vais les laisser faire, les laisser dire. C'est ça. Et en fait, les meilleurs briefings, alors ça peut arriver qu'on fasse des briefings exceptionnels, mais les meilleurs briefings, souvent, sont les briefings faits par les coureurs eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand ils disent des choses, ils s'engagent à les faire. On peut trouver les mots, on peut trouver les ressorts pour motiver quelqu'un à faire quelque chose auquel il n'avait pas pensé ou quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Ça, c'est possible. Mais quand la motivation vient d'eux et quand ils s'engagent mutuellement à dire « Ouais, ok, on fait ça. Moi, je veux faire ça. Je roule de temps à temps. Moi, ok, je roule après toi de temps à temps. » Et
Et la solution vient d'eux, et tu sais qu'ils vont la mettre en place sur le terrain. Tu sais que déjà, tu ne te trompes pas, parce que le mec qui choisit de rouler au départ, il le fait parce qu'il sait qu'il n'est pas capable d'être là dans le final. Donc tu ne te trompes pas dans les rôles, ce qui peut aussi nous arriver parfois, parce que l'homme est ce qu'il est, et qu'on a tous des limites, et à certains moments, on n'arrive pas à les percevoir. Et du coup, tu peux demander à un coureur d'être là dans la dernière heure, sauf que dans la dernière heure, il n'y est pas, et il ne te dit pas dans le bus qu'il ne pourra pas y être, parce qu'il sent qu'il peut le faire, finalement il ne peut pas. Là, dans le bus, ils s'engagent, les mecs, les uns vis-à-vis des autres, à dire « Ok, moi je fais ça et je le fais pour toi ». Et du coup, il y a le petit lutin, le petit leader là, qui doit s'exprimer sur le final, et qui se sent porté par cet élan collectif. Ouais. Et dans ces circonstances-là, ça marche toujours. J'ai plein d'exemples comme ça. Je me souviens d'une dernière étape du Tour de France où Alexander Kristoff n'avait pas gagné. Et ce jour-là, c'est lui qui a fait le briefing. Et il gagne sur les Champs-Élysées, et c'était juste magique. Et il avait juste fallu trouver les bons mots pour pouvoir... Parce que c'est un taiseux, c'est pas quelqu'un qui s'exprime, juste trouver les bons mots pour qu'il puisse s'exprimer ce jour-là. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu attends de tes copains? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux gagner aujourd'hui? Et en fait, la solution, ils l'ont toujours. Ouais. C'est facile de prendre la parole quand on est coureur, Benoît? Toi qui as été coureur, c'est facile dans un briefing de prendre la parole? Certains oui, certains coureurs vont le faire facilement, d'autres non. D'autres vont pas parler. Et comme disait Philippe, le meilleur briefing, c'est quand les coureurs le font entre eux. Ça dépend aussi, moi j'ai connu, quand tu avais des anciens coureurs ils pouvaient faire un briefing comme eux, ça les arrangeait aussi. Donc si tu as des jeunes qui disent « Ouais, aussi on fait ça », bon, toi tu te mets avec eux. Mais parfois, moi j'ai connu des coureurs qui étaient en fin de carrière et ils voulaient faire le briefing comme eux, ça les arrangeait aussi. Donc faut mettre des limites. Ouais, faut être vigilant avec. Mais avec les nouvelles générations qu'on a, c'est sûr que ça donne envie d'aller à la guerre. C'est des jeunes qui sont toujours motivés, toujours l'envie, qui n'ont pas de complexe. Romain Grégoire, Lenny Martinez, bien sûr, entre autres. Donc quelqu'un qui va de l'avant. Donc ça, c'est pour un coureur qui est un peu en fin, c'est une source de motivation et il est obligé d'y aller, quoi. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi. C'est un peu exceptionnel, Philippe, de voir les jeunes leaders s'exprimer, ou c'est quelque chose que tu as couramment vu, toi, dans ta carrière? Le leader s'exprime toujours. Ça fait partie de son trait de caractère. Tu n'emmènes pas les gens avec toi si tu es introverti, que tu te caches dans le fond du bus. Même un Thibaut Pinot le faisait, par exemple. Bien sûr, évidemment. Ouais. Et puis c'est important qu'ils aient la parole. C'est important qu'ils expriment ce dont ils ont besoin. Le leader est par essence un moteur du groupe. Donc vous travaillez en tandem presque avec le leader, vous, dans ces moments-là? Oui, quand tout va bien, bien sûr. Quand ça va un peu moins bien, il faut aussi travailler en tandem pour le rebooster, pour qu'il ait un message positif vis-à-vis de ses copains, parce que si le leader s'effondre, le groupe autour a toutes les chances de s'effondrer aussi. Donc oui, le binôme doit fonctionner. DS leader, ça doit forcément communiquer. Et alors, en course même, est-ce qu'il y a des fois où on laisse les coureurs prendre pleinement en main la stratégie? Ouais, je pense que les coureurs... Le meilleur directeur sportif, j'ai toujours dit, c'est celui qui est sur le coureur. Le capitaine de route, c'est lui qui voit tout dans le peloton. Il ressent la nervosité, il sent que si le peloton est calme, nous, parfois, on peut se sentir des choses, mais pour avoir été sur le vélo il n'y a pas encore longtemps, si longtemps que ça, t'es le meilleur directeur sportif sur le vélo. Tu sens les choses. Et quand le capitaine te parle dans l'oreillette et qu'il te dit attention, là, ça commence à énerver, c'est que vraiment, il va se passer quelque chose où il le sent, quoi. Donc là, on peut prédire quelque chose. Mais si tu vois que lui, il est derrière, c'est tranquille, c'est que vraiment, il se passe rien, quoi. Ça va être qui le capitaine de route de l'effectif 2024? On a plusieurs capitaines, en fait. Ah. On a plusieurs capitaines. Ça dépend des courses, ça dépend de qui on aligne.
Rudy est un très bon capitaine, Voilà. Stéphane est un Stéphane capitaine, Quentin est un super Apaché. capitaine, ouais, bien sûr. Non, on a quelques, on a quelques personnages dans le rôle. Ça en fait en tout cas des choses à voir. Alors là, on a parlé beaucoup des coureurs, finalement, du rôle des coureurs, etc. On a un peu moins parlé de vous et de vos personnalités à vous. Est-ce que vous êtes bavard dans les voitures, messieurs? Benoît, est-ce que tu es du type à prendre tout le temps comment ça s'appelle d'ailleurs comment ça s'appelle ce Le truc micro. quand- Un le- micro, ça s'appelle un micro. C'est c'est la même chose que là. Dis bonjour au micro. Bonjour le micro. Le micro, est-ce que tu as tendance à le prendre souvent? Est-ce que tu es plutôt du style silencieux? Ça dépend de la course. Forcément, un départ rapide, on leur donne le maximum d'infos. S'ils passent en ville, des ronds-points, on sait que ça a une grande importance pour trouver l'échappée, pour sentir l'échappée. Donc on leur donne le maximum d'infos qu'on peut avoir. Si en haut d'une bosse, ils vont avoir le vent de face ou le vent de côté, où ça peut sortir. Donc là, c'est des infos qu'on doit leur donner. Et puis après, souvent la course se pose et là, eux, ils sont tranquilles et nous, on se pose aussi, on les laisse un Fais petit pas peu des blagues. respirer. Non, généralement, on les laisse un petit peu tranquilles. Ils discutent même avec leurs copains dans le peloton et souvent, pour leur vécu, on enlève un petit peu l'oreillette et on débranche un petit peu de la course et après on se reconnecte dans le final. On se remet dedans à 70 bornes. Une course normale, on se remet dedans à 70 bornes de l'arrivée. T'es pareil, Philippe? Non. Ah. Non, moi je suis plutôt taiseux dans l'oreillette. J'essaie de dire juste ce qu'il faut, quoi, et pas les noyer d'informations. Mais je sais que Benoît est pareil parce qu'on a fait la Vuelta ensemble et il parle pas tant que ça finalement. Et non, enfin à mon sens c'est important de pas trop parler parce qu'il y a déjà beaucoup de bruit autour d'eux, entre les hélicos, les motos, les voitures, le bruit des vélos eux-mêmes. Les blablas. du Les peloton. blablas. Mais les blablas, j'ai envie de dire, nous on les considère pas et moins il y en a, mieux c'est. Mais non, il faut essayer de donner juste les infos qui sont nécessaires à leur activité et pas les perturber toute la journée en jacassant dans un micro. En plus, c'est super désagréable à entendre dans l'oreille. Donc, C'est encore pire dans un contre-la-montre, j'imagine. Puis alors là, je pense que c'est aussi la personnalité du coureur, c'est-à-dire c'est plutôt lui qui doit vous dire, bon bah, de toute façon, vous devez le savoir en fait. C'est ça. Il y a des coureurs qui, dans un chrono, c'est pareil, ont besoin juste de quelques informations à certains endroits précis, et d'autres qui ont besoin, là, pour le coup, qu'on leur hurle à l'oreille tout le long du chrono. Qui, par exemple? Il n'est plus avec nous, mais on pourrait citer Bruno Armirail. Au départ de chaque chrono, il disait « T'hésites pas, tu m'engueules, tu me rentres dedans ». Et en fait, avec lui, il fallait pas rester 30 secondes inactif, quoi. Ouais. C'est tout le long du chrono, il faut y aller. Et d'autres, au contraire, où c'est non, tu me parles pas, tu me rappelles juste la courbe là, cette courbe là. Et puis si tu vois que je baisse un petit peu d'allure ou j'ai pas le bon braquet, tu me le dis, mais ça s'arrête là, tu vois. Stéphane Kung est comment, par exemple? Stéphane, c'est un métronome. Stéphane, tout est calculé, tout est organisé, tout est posé. Et il y a juste dans les finales où tu peux te lâcher et l'accompagner, mais sinon, tout est réglé. C'est intéressant ça du coup parce que on s'efface complètement. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est un peu ça votre métier finalement. C'est donner des clés mais savoir s'effacer. De toute façon, on est au service d'eux. C'est ça. Est-ce qu'un DS passe par des moments difficiles? Parfois, c'est quoi les moments difficiles d'un DS? Donc, ça a été quoi vos moments difficiles à vous? Forcément, des coureurs qui chutent. Ça, c'est des moments toujours particuliers quand on doit aller chercher, quand on doit aller à l'hôpital le soir. Moi, j'ai vécu ça. Ma anecdote, la première course que j'ai faite en tant que DS, c'était le Tour de Pologne, quand il y a eu la grave chute. Et d'ailleurs, Marc Sarraud, je l'ai quitté ce jour-là. Et là, il revient chez nous. Ouais. Mais je crois qu'il a pu 2020. courir 2020. Et j'étais avec lui aussi, et c'était ma première course en tant que DS. J'ai été le voir sur la ligne d'arrivée où il se passait des trucs que j'ai jamais vus.
avec cette énorme chute. Donc ça reste mon pire souvenir, et cette chute qui restera. Et appelé le lendemain, j'ai encore un autre coureur qui est tombé, Mickaël Delage, qui tombe dans un ravin, qui est transporté par hélico. J'appelle sa femme. Donc ouais, ça c'est des moments qu'on n'aime pas vivre. Alors forcément, il y a d'autres moments qui est difficile aussi. C'est une course qui n'a pas marché, mais c'est rien par rapport à des coureurs blessés. Comment on apprend ça en plus quand on est DS, les chutes dans la voiture? C'est-à-dire vous l'apprenez par Radio Tour par exemple? C'est surtout ça? Ouais, souvent ils annoncent chute. Alors parfois il y a les coureurs, ils le disent, ouais tiens il y a mon collègue qui est par terre. On sait qu'il y a un coureur de chez nous qui est par terre. Parfois on le sait pas, on l'apprend juste en arrivant. Ouais. Mais c'est toujours des moments de stress. Oui, bien sûr, on imagine. En plus, il se passe bien sûr beaucoup de choses. On a quand même raison de dire que la plupart du temps, c'est plus difficile d'être coureur cycliste que joyeux, parce qu'il se passe c'est plus difficile d'aller chercher une victoire que d'aller chercher une défaite, bien sûr. D'ailleurs, quand les coureurs ont des moments difficiles, on a un peu balayé ça avec toutes les professions. Est-ce que vous mettez des choses pour le voir? Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il y a des dialogues avec, je sais pas, les entraîneurs, par exemple? Est-ce que je sais pas, comment on perce ça? Bon, en fait, déjà, il faut rester humble par rapport à tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent, plein de choses dont on se rend compte trop tard, souvent. Qu'on soit masseur, kiné, entraîneur, directeur sportif. Et du coup, alors si on se rend compte que quelque chose ne va pas, et on peut mettre des choses en place tout de suite, des stratégies pour essayer d'accompagner le coureur et de l'aider. Le pire pour moi, c'est quand on découvre trop tard et que le mal est fait, et du coup, il faut sortir la pelle et la pioche et creuser plus profond pour trouver les solutions. Mais j'ai envie de dire, tout ça c'est humain, et ça fait partie de la vie d'une équipe. On essaie de s'adapter en permanence, en fait. Ouais, je pense que le but c'est d'essayer, essayer de percevoir leur caractère pour pouvoir après avoir la meilleure posture. Et un coureur qui va pas bien, on le sait déjà. Quand on a fini la course, un coureur qui a été lâché, qui est pas là au moment précis, on sait que le soir il va pas être joyeux forcément. Il a pas été là où il devait, et par rapport à ses collègues, on l'a vu plein de fois, des sprinteurs, des poissons pilotes, quand on voit son sprinter et il est pas là pour son sprinter, on sait que le soir on va être obligé d'aller le voir dans sa chambre et discuter, et on sait qu'il est pas bien vis-à-vis de son sprinter. Donc ça, c'est plein de petites choses qu'on le sait déjà, que ça va pas être super le soir. Ouais. En tout cas, ça a l'air très profond, comme métier. Vous dormez bien, messieurs? Ça va? Ou on se réveille la nuit parce qu'on pense à des trucs Non, en général, on dort de minuit à 4 heures. C'est pas beaucoup tout ça, Philippe. Non, mais c'est pas grave, on compense après. Allez, je vais terminer par une dernière question. Mais alors là, j'ai presque l'impression que votre réponse va compter pas plus que les autres, mais pas loin. Quelle course rêvez-vous de gagner? J'ai même envie de dire de gagner au volant de la voiture. Ah, les pièges. Je l'ai rendu piège, cette question, c'est terrible. Moi, j'hésite entre le Grand Prix d'Imola et les 24 heures du Mans. Daytona, j'aimerais bien aussi. Tu fais de la Formule 1, en fait. Mais en fait, nous, on gagne pas de course. Ah. On gagne pas de course. C'est révolu, ce temps-là. En fait, c'est le coureur qui gagne. Bon, c'est quoi la course qui te fait rêver, Philippe? Moi, je rêve pas pour mes coureurs. C'est à eux de rêver et à moi de les accompagner dans leurs rêves. Mais après, bien évidemment, qu'en tant qu'équipe, c'est sûr que le Graal pour nous, ce serait gagner le Tour de France. C'est une évidence. Ça n'a pas toujours été la question, la réponse la plus fréquente ici. Hein. Je sais pas, moi ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe, et depuis 5 ans on travaille pour ça. Thibaut s'en est approché en 2019. Après on a connu l'épisode Nice 2020 qui a été dramatique pour lui et pour le reste de sa carrière. Une chute dès la première étape. C'est ça. Un problème de dos. Une chute grave en plus, et
Bon. Et après, derrière, l'équipe a dû reconstruire parce que Thibaut n'était malheureusement plus en capacité de. Et du coup, mais ça reste l'objectif de l'équipe, oui. Et on va pas s'en cacher. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Ça, on ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on bosse tous pour ça. Benoît? Ouais, alors j'avais un objectif cette année, c'était bien sûr le championnat de France. Bon Gagner pour l'équipe, c'est de tout mettre en œuvre pour que les cours... parce que nous, on est les chefs d'orchestre, après c'est eux qui jouent. Hein. Et non, je pense que ouais, gagner une étape sur le tour et voir mieux, être sur le podium, je crois que c'est le but ultime. Bien sûr, le Tour de France qui fait rêver tout le monde. Merci beaucoup Benoît Vaugrenard et Philippe Mauduit d'avoir été nos invités de ce podcast Face à Face par Groupama. On en a appris des choses, on est presque rentré dans leur tête. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.